Il y a toujours un truc que je dis, quand les personnes qui sont censées être les personnes qui t'aiment le plus, qui sont censées être tes socles, etc., ne sont pas forcément là ou n'ont pas été là et tout, tous les autres, après, on s'en fout. Enfin, personne ne pourra me blesser plus que ce que j'ai vécu plus jeune. Les 3/4 des messages que j'ai reçus et tout ça, c'est des messages de support dans toutes les langues du monde pour nous remercier d'avoir fait ça. La seule chose, en effet, c'est la pluie. Oui, mais moi, je trouve que ça donne un petit supplément d'âme. Alors oui, mais je peux t'assurer que quand t'es de dos comme ça et que tu te dis, je vais me retrouver devant 2 milliards de personnes, j'ai dû enlever mes lentilles, mes faux cils, tout le truc sur... Je savais que mes vrais sourcils commençaient à ressortir en dessous. Ouais, je me suis dit, tu vas être si laide et en même temps, il aurait fallu qu'un avion passe pour me déloger de ce pont. Il était hors de question. C'était le moment. C'était le moment de ta vie. C'était le moment. Aujourd'hui, dans Safe Zone, je reçois une passionnée de danse et de musique qui est très fière de ses origines gitanes. C'est la première artiste queer à s'imposer dans le milieu du rap. Si je vous dis Drag Race, forcément, vous pensez Piche. Voici Piche dans Safe Zone. Salut Mike. Salut. Comment ça va? C'est incroyable, je t'aurais jamais reconnu. Ouais, ça change un petit peu ouais, sans les cheveux. C'est un peu différent. Des fois, bienvenue dans ta safe zone. Merci. Mais tu sais que vraiment ça m'impressionne parce que j'ai vu plein d'images de toi, mais je t'ai vu en drague. Et là, c'est vrai que je me dis, je te croise dans la rue, je fais absolument pas le rapprochement. Et normalement, quand le drag est bien fait, justement, on arrive à avoir cette espèce de petite opposition. Du coup, t'es la seule personne que je connais qui est hyper connue et pas hyper connue. En même temps, c'est ça. Toi, tu peux te planquer quand tu veux pas de notoriété, au moins t'es tranquille. Non, en vrai, ouais, on croirait, on a l'impression, mais tu sais, en vrai, quand on le voit dans l'émission, notamment sur Drag Race, on est beaucoup justement out of drag. Donc même moi, ça m'a surpris de voir à quel point les gens nous reconnaissaient aussi. En vrai, ouais. Est-ce que je dois te genrer au masculin ou au féminin? Les deux me vont. Je fais ce que je veux. Tu vas voir que même moi, je navigue, c'est vrai c'est cool, donc je suis à la cool. Non, t'inquiète, on est vraiment hier. Et ça veut dire quoi, Piche? Ah, Piche, c'est un argot gitan qui vient notamment du sud de la France et qui signifie pénis communément un petit peu. Très bien, tout le monde le sait ou pas? Alors je crois que maintenant tout le monde le sait, c'est quand même quelque chose que j'ai pas mal répété. D'accord. En vrai, les gens le savent. Alors pour ceux qui ne te connaissaient pas, comme ça au moins, voilà. Mais je préfère, on va rester sur Piche alors, on va pas mettre Non, en vrai c'est pas forcément. Non, c'est très bien comme ça. Non, c'est plus une espèce de sous-lecture un peu drôle que j'aime bien faire. Avec du second degré. Je suis très contente en tout cas d'apprendre à te connaître. Pareillement. Ça me fait très plaisir. Bienvenue dans ta safe zone. Et on va commencer par. C'est toi qui m'as apporté quelques. C'est très mimes. C'est très mimes. T'as vu, c'est mignon. Franchement, c'est très joli. On se sent déjà à l'aise. On se sent comme à la maison. Et tu m'as apporté des objets pour me parler de toi parce que j'ai envie de tout savoir de ton enfance, de ta jeunesse, de plein de trucs. C'est vrai? T'aimes bien me parler un petit peu de ton côté un peu perso? De mon vécu, etc. En vrai, je sais pas si j'aime parler de ça, mais j'ai compris avec le temps que c'était hyper important de le faire. Notamment pour les personnes qui peuvent se retrouver dedans, etc. Donc maintenant, c'est un exercice. Je commence un petit peu, à maîtriser. À maîtriser, je sais pas, mais en tout cas. À t'ouvrir. Ouais. Eh ben, je suis contente. On passe tout de suite à côté, comme ça tu vas me présenter les objets que tu as apportés. Ok, vas-y, on y va. Qu'est-ce que tu as gardé de ta culture gitane, dis-moi, Mike? Je dirais de la fierté. Ouais. C'est quelque chose qui est très intrinsèque à ma communauté. Des traumas, je pense que c'est un peu. Ça se joue un petit peu entre les deux. Oui, forcément, un petit peu, pas de la culture directement, mais forcément des personnes qui la véhiculent et d'idées qui sont un peu ancrées en elles et qui du coup ne matchent pas forcément des fois avec la manière dont moi j'ai envie de vivre les choses. Et on te renvoie parfois à ça justement? Maintenant, beaucoup moins. D'accord. Maintenant, beaucoup moins. C'est bien parce que c'était ma première question du coup. T'es relou. Non, parce que t'es très fière de ta culture. Donc bien sûr, non, j'en suis fière. Mais en vrai, c'est surtout maintenant que j'en suis fière. Ouais. Parce que grâce au drag et notamment à la musique, je suis passé vraiment par une période de réappropriation. Et du coup, je me sens plus gitan que je me sentais gitan quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas envie particulièrement de dire que je l'étais. C'était pas quelque chose parce que honte, non. Ouais. Mais en fait, c'est juste que je me sentais pas en adéquation avec ce que j'avais l'impression que ça représentait. Parce que pour moi, le fait d'être gitan, du coup, ça impliquait certaines choses, certaines valeurs patriarcales et autres. Enfin, il y a des mœurs, il y a des choses qui sont très belles aussi dans cette culture-là, évidemment. Mais il y avait tout un pan qui ne m'allait pas et qui ne matchait pas avec qui j'étais. Et du coup, j'avais pas envie de m'associer à ça. J'avais pas, tu vois, un peu dans ce mood-là. Et aujourd'hui, en prenant un peu d'âge, t'as quel âge? 29 ans. D'accord, en prenant un peu, en étant très âgé. Oh, tu sais, je commence à me sentir quand même un peu. Sérieux? Ouais, en vrai, oui. En même temps, t'es un athlète, quoi. Ouais, oui. Puis il y a tout ce truc autour de quand tu es un artiste, etc. La pression, le temps, etc. La course à plein de choses. Donc du coup, 29 ans, des fois. Tu l'as déjà, toi, la course au temps qui passe? Oh, je pense qu'il y a même des gens plus jeunes que moi de ma génération maintenant qui l'ont de plus en plus tôt. Vieillir, ça t'angoisse?
Vieillir, ça m'angoisse pas parce que je pense toujours que c'est une chance de Ouais. pouvoir vieillir et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là. Ouais. Donc en vérité, non, ça m'angoisse pas. Maintenant, je suis quelqu'un qui a beaucoup de rêves. Et c'est vrai que du coup, des fois, la société te fait un peu sentir et comprendre que certains rêves sont peut-être moins accessibles ou plus difficilement accessibles avec un âge un peu plus élevé, ce que je trouve complètement con, évidemment, C'est sur quoi le papier. le rêve absolu? Si on se projette dans une dizaine d'années et tu dis ça y est, je suis là où je voulais être. Je serai à Bercy. Dans Tu une veux dizaine remplir d'années. Bercy tout seul. Alors, ouais. Évidemment, j'ai envie de faire ça. J'ai surtout envie de faire de la musique, en vrai. D'accord. Mais je pense qu'il y a des endroits comme ça, un petit peu, qui sont un peu symboliques. Et il y a un autre endroit que je rêverais de remplir parce que ça n'a jamais été fait et C'est que quoi c'est un rêve. L'Opéra Garnier. Ah, Je rêverais de faire un concert en drague à l'Opéra Garnier. Parce que du coup, j'avais fait de la danse classique quand j'étais plus jeune. Et j'ai pas intégré après forcément de compagnie. J'ai pris des chemins de vie qui m'ont fait aller complètement ailleurs Ouais. artistiquement. Mais je me dis, ce serait un espèce de une petite revanche, un petit pied de nez à la vie de se dire que même si j'ai pas continué forcément dans la danse classique, je me suis quand même retrouvé dans la plus À grande l'opéra, institution. à l'opéra. Exactement. on va en parler tout ça de la danse, on va parler aussi de ton enfance, mais d'abord tu m'as apporté des objets. Oui, Montre-moi. je t'ai apporté des objets. On Alors, veut parler de toi. qu'est-ce que je t'ai apporté? Je reconnais Euh, cette affiche. Oui, alors c'est vrai. Je vais la montrer. C'est pas grave, on est là pour assumer tout. Ouais. Ça, c'est mon tout premier vinyle du premier son que j'ai sorti qui est apparu dans Drag Race, qui Ouais. s'appelle Confesse. J'ai du mal à le regarder un tout petit peu maintenant Pourquoi parce que je t'avoue que cette photo est atroce. Maintenant, avec Qu'est-ce- le mais recul. pourquoi elle est atroce Ah si, vraiment, il n'y a Qu'est-ce que t'aimes rien qui pas va. Mon mug est dégueulasse. Le mug, c'est ton maquillage. Ah, c'est pour ça que Elle je était- Moi, je cherchais le mug. J'étais là, mais il y a un mug sur ce Non, truc-là. on a fait ça. Oh, c'était vraiment, c'était pas du tout un shoot qui était fait pour ça. Et en fait, on a dû le pull-up, le sortir au dernier moment parce qu'il fallait le Sortir mettre en un truc, production. ouais, d'accord. Et du coup, on a pris un shoot et on l'a complètement transformé et tout ça pour avoir quelque chose, mais c'était pas ça. Et donc, t'aimes pas, tu trouves que c'est dégueulasse? Alors, juste la photo, je referai pas ça, tu vois, Ouais. mais à l'intérieur, ce qui compte en vérité le Vas-y. plus, c'est que j'ai le test pressing en fait du tout premier vinyle qui a été imprimé. Alors ça, pour le coup, ça, c'est symbolique. Ça, c'est hyper symbolique. Ben, en fait, il y a tout ce truc-là où moi, je suis donc pas si vieille, mais je suis de la génération quand même où on a eu des CD dans les mains, on a Ouais, eu des grave. DVD et ce genre de choses. Et en fait, de faire des choses, de créer des projets dans lesquels les gens se déplacent, etc., notamment en concert et autres, quand on crée de la musique, ça touche énormément, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où on a envie de... C'est pas forcément palpable. Oui, on a envie de toucher On a un envie objet, de toucher. en fait. Et en Ouais, fait, je suis d'accord. le fait de fabriquer ce genre d'objet, ça rend de suite quelque chose de concret. Un projet, un travail. Une et œuvre. Une œuvre. Tu vas laisser quelque chose. Ouais, et même Dans tout- des dizaines d'années, peut-être que voilà, ce vinyle et tout ce que tu as fait continuera à circuler. Je l'espère. Ouais, je l'espère. j'espère. J'espère que ce sera collector. Alors Qui pour sait ceux qui connaissent pas, Confesse. Ah oui. Oh là là. Oui, le clip aussi a pris un coup de vieux. Ah, Ça date de quand? ça date de 3 ans peut-être. Comment tu peux dire que ça a pris un coup de vieux en 3 ans? Parce qu'on a tellement, tout a évolué, tout a évolué. Maintenant j'ai des équipes autour de moi. Bien sûr. En fait, on a tout professionnalisé et j'ai fait au mieux que je pouvais. Enfin, ce clip-là, il a coûté 300 balles. Donc j'ai eu la chance d'avoir des amis qui étaient donc dans la danse, dans le Ouais. milieu. Donc du coup, j'ai pu avoir une vidéaste, etc. Oui, tu as construit les choses J'ai de pu façon construire les te choses. professionnaliser. quoi. C'est ça, c'était très fait maison, mais j'en étais déjà très très fier. C'était mon premier clip sur mon premier son. C'est indescriptible comme sensation. C'est improbable aujourd'hui, tu as l'impression que c'est accepté, un drag, on dit un drag? Tu peux dire. Je peux- pareil, je fais ce que je veux. Ouais, bien sûr. Un drag dans le milieu du rap? Alors, pour le coup, je mets une espèce de nuance que je trouve assez importante, c'est que je n'ai pas l'impression d'être un drag qui fait de la chanson, j'ai l'impression d'être un chanteur qui fait du drag. D'accord, ok. C'est-à-dire que par exemple, est-ce que tu te poserais cette question-là aussi sur Lady Gaga? Tu les définirais? Non, tu t'as vois raison, t'as Parce que raison. tu vois, là, ce truc-là un peu, et en fait, moi, c'est aussi un peu mon combat, c'est qu'on ne s'arrête pas forcément qu'à l'image et au visuel. Mais d'abord à la musique, et Da- après... en fait, c'est un tout, mais qu'on se dise, tu vois, parce que c'est vrai qu'en France, on a des fois un peu ce cliché de se dire, ah ben la drague, elle est dans un cabaret. Ou Ouais, je alors, comprends. elle est, Ouais, je tu vois, comprends. on a les vieux trucs sur Michou, ce genre de choses et tout ça. Et c'est très bien aussi, c'est génial, c'est une culture qu'on embrasse et dont on est très très fiers dans notre communauté. Mais j'ai envie de montrer qu'en fait, le drag, il peut être ailleurs et qu'on peut l'emmener dans d'autres sphères. Et donc, D'accord. du coup, forcément, c'est vrai que la sphère du rap, elle est plus intense et plus, on va dire qu'elle est plus opaque à traverser, tu vois. Mais elle se fait, et la preuve en est, comme je te disais, c'est que maintenant j'ai des partenaires, j'ai des gens de l'industrie musicale, pour le coup, qui me soutiennent. Ouais. Et ça, en vrai, ça change tout. C'était le style musical, c'est-à-dire que ce qui t'a plu, c'est le décalage justement avec le drag. C'est-à-dire que tu t'es dit, c'est aussi un concept en soi, ou c'est vraiment la musique, le rap qui t'a attiré en premier?
En vrai, c'est les deux. Parce que du coup, dans la danse, en ayant fait des danses du coup dites urbaines et tout ça, les sonorités qui sont liées au rap, au prod et tout ça, c'est hyper riche pour pouvoir danser, pour pouvoir s'éclater et faire mon meilleur twerk. Et en même temps, il y a ce truc où je pense que l'art, de manière générale, la chanson ou autre, ça doit remuer. Ça doit pas laisser indifférent. Que les gens aiment pas, finalement, pour moi, c'est pas le plus important. Ou qu'ils aiment, en vrai. Le plus important, c'est qu'ils regardent quelque chose en se disant, je vais m'en rappeler à la fin de la journée. Ça doit leur faire quelque chose. Alors, même si ça choque, tant qu'on reste, tant qu'on ne blesse pas les gens. Je pense qu'on peut choquer sans blesser. Oui, d'accord, sans heurter. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que j'avais pas prévu de t'en parler maintenant, et en même temps, je trouve que c'est le bon moment. Alors, dis-moi tout. Ah! Ah mon Dieu, le make-up, mais qu'est-ce que j'ai été laide. Mais pourquoi tu dis mais ça? il y a tout qui ruisselle sur ma tronche. Mais en même temps, c'est ça qui a fait le charme de cette séquence. Ouais. C'est la pluie, c'est l'authenticité, c'est à quel point tu t'es donné alors que tu t'étais dans des flaques pas possibles. Parce que ça, il y a des gens qui ont adhéré, il y a des gens qui ont choqué. Comment tu l'as pris, toute la polémique autour de ce passage-là dans la cérémonie d'ouverture? La polémique, je ne suis pas forcément restée dessus parce que, en vrai, moi, je savais pourquoi je le faisais, je sais ce qu'on a fait. Je ne peux pas m'arrêter aux interprétations des gens, je n'ai pas le temps pour ça. En vrai, très honnêtement, on explique pourquoi on le fait et d'où ça venait. Après, si vous n'y croyez pas, on ne peut pas vous forcer non plus. Là où moi, je vais m'arrêter surtout, c'est que j'ai vécu un des moments les plus extraordinaires de ma vie, qu'on a montré des personnalités queer devant 2 milliards de personnes, que quels que soient les Bercy que je remplirai peut-être un jour et tout ça, je revivrai jamais quelque chose comme ça. C'est impossible. C'est tout un pays qui se mobilise pour faire passer des messages et pour faire avancer les choses, et notamment grâce à Thomas Joly. Alors, c'était quoi ton message là? Là, c'était évidemment qu'on peut être une drag queen, qu'on peut être une personnalité queer, qu'on peut se retrouver du coup sur des événements aussi mainstream que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et que voilà, on fait partie de la population française aussi, au même titre que n'importe qui, et qu'on n'a pas à être invisibilisé. C'est-à-dire les haters, justement, et tous ceux qui ont pu critiquer. Aujourd'hui, il faut être sacrément armé, il faut avoir un sacré cuir épais quand même pour faire ce métier, je trouve. Alors, ouais, mais très honnêtement, je pense qu'il y a des personnalités et des gens, j'ai l'impression que je fais partie un peu de ces personnes-là. Quand la vie, elle t'a formé avant, tu sais, le reste après ça coule. Il y a toujours un truc que je dis, quand les personnes qui sont censées être les personnes qui t'aiment le plus, qui sont censées être tes socles, etc., ne sont pas forcément là ou n'ont pas été là et tout, tous les autres après, on s'en fout. Enfin, personne ne pourra me blesser plus que ce que j'ai vécu plus jeune. Tu vois, donc en vrai, tout le reste, c'est hyper OK. Et encore une fois, il y a tellement plus de positifs en vrai que de négatifs qui est arrivé par rapport à cette cérémonie. Que tu as fait le choix de voir le verre plein. Mais bien sûr, mais parce que le verre était plein. En vrai, c'est même pas je fais le choix. Les 3/4 des messages que j'ai reçus et tout ça, c'est des messages de support dans toutes les langues du monde pour nous remercier d'avoir fait ça. Moi, j'ai adoré ce tableau. J'ai kiffé. La seule chose, en effet, c'est la pluie. Oui, mais moi, je trouve que ça donne un petit supplément d'âme. Alors oui, mais je peux t'assurer que quand t'es de dos comme ça et que tu te dis, je vais me retrouver devant 2 milliards de personnes, j'ai dû enlever mes lentilles, mes faux cils, tout le truc sur... Je savais que mes vrais sourcils commençaient à ressortir en dessous. Je me suis dit, tu vas être si laide, et en même temps, il aurait fallu qu'un avion passe pour me déloger de ce pont. Il était hors de question. C'était le moment. Le moment de ta vie. C'était le moment. Le grand moment de ta vie. Je ne sais pas si ce sera le seul, mais je savais que ce serait celui-là. Il y en aura d'autres. Et on va revenir sur cette enfance dont tu m'as parlé, mais d'abord, tu m'as apporté un autre objet. Oui, pour le coup, ça fait un petit peu le lien. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui sont peut-être nées après 2008-2009, ceci est un DVD. Donc, on met ça dans un lecteur de disques. Normalement, en fait, on a numérisé des cassettes magnéto que j'avais quand on était plus jeune. Je viens pas d'une famille où on filmait énormément. C'était pas culturellement voilà. Et tu les as numérisés pour les mettre dans un DVD? Mon frère les a numérisés en fait un jour, nous les a offerts du coup à Noël parce que ça faisait des années en fait qu'on savait qu'on avait ces cassettes là et on les voyait pas, on les visionnait pas. Et un jour il est venu avec et j'avoue que de te prendre un peu comme ça toute ton enfance d'un coup, de revoir tout, les baptêmes, les mariages, les paellas, les gens qui grattent et qui mangent de la paella, enfin c'est tout un truc où tu te dis oui en fait je parle de ma culture aussi mais j'avais oublié. J'avais oublié les images parce qu'il y a une partie de moi qui avait dû... Ça, c'est un cadeau sacré. Il y a qui sur cette photo? Sur cette photo, il y a mon frère et ma sœur. Et tu vois que c'est très homemade, c'est fait par mon frère. Mais mon frère est un homme de la campagne avec les mains. On sent que ce DVD a été fait avec les mains. Tu vois? Et derrière, on aperçoit qui? Derrière, on aperçoit plein de personnes. On aperçoit ma mère, notamment, des amis de ma mère. On aperçoit mon grand-père, qui est là aussi. Quelle relation tu as avec ta mère? Une fusionnelle. Ma mère, c'est la femme de ma vie. Elle t'a toujours soutenue dans tes projets? Toujours, dans mes projets et même plus que ça dans ma vie surtout. C'est-à-dire que parce que les projets, c'est génial, ça fonctionne, donc c'est facile de s'y rattacher entre guillemets. L'important, c'est quand tu soutiens, quand c'est plus compliqué de soutenir. Alors encore une fois, on va en parler. Tu sais qu'on a un objet mystère. Moi, je t'ai apporté un objet mystère qui parle également de toi. C'est à toi d'ouvrir cette boîte et cet objet se trouve dedans.
Je suis curieuse. Est-ce que tu veux, je l'ouvre plutôt ici? Vas-y, non, plutôt, voilà, exactement, là, super. Du tissu, mais qu'est-ce donc? Oh non, mais c'est génial! Tiens, tu peux me montrer, voilà. Brie, mais évidemment, Brie Van Der Kamp. Qu'est-ce que t'aimes dans ce personnage? Tout. Tout et en même temps, je la déteste. Il faut quand même que je le précise parce que maintenant, avec le temps, quand on regarde, c'était quand même une énorme conservatrice. Il y a plein de choses qui vont pas, etc. dans son personnage. Dans Desperate Housewives, évidemment, qui est une série absolument iconique que j'aimerais toujours. Qu'est-ce que j'aime chez elle? En vrai, tellement de choses. J'aimais sa dignité, sa pudeur dans ses émotions. Ouais. Il y a plein de scènes que j'ai gardées où elle discute avec Suzanne Delfino. Notamment une scène où Suzanne lui dit comment tu fais à chaque fois pour ne jamais craquer, pour être toujours du coup présentable, etc., impeccable. Et elle lui dit que quand elle est sur le point en fait, de se faire submerger par ses émotions, elle imagine une boîte dans laquelle elle range tout ça, elle ferme à clé, elle la met dans une armoire, elle ferme l'armoire, elle prend la clé et ensuite quand elle a un peu de temps, elle reviendra dessus pour réouvrir cette boîte dans l'armoire et prendre le temps de vivre ses émotions et tout ça. Et je trouvais ça tellement fort, tellement digne et justement ça fait un peu référence à ce côté un peu fier et pudique qu'on peut retrouver dans ma communauté. C'est ce que tu fais, toi ? Moi, oui. Maintenant, un peu moins, parce que j'ai appris à quel point c'était important aussi de partager ça pour que les gens se reconnaissent aussi, parce que je pense que je l'ai fait aussi parce que je n'avais pas forcément d'autres exemples de gens qui se livraient à cœur ouvert et tout ça. Mais c'est vrai que ça m'arrive encore très souvent forcément de faire ça. Puis en plus, c'est l'icône des vierges et je suis vierge aussi. Donc voilà, j'ai même tatoué les contours de Brie Van Der Kamp dans mon dos. C'est vrai? C'est te dire à quel point. Oui, oui. Ah, je te demanderai pas de me le montrer, mais par contre, on a ta version de Brie Van Der Kamp. Ah oui. Là, tu assumes, tu vas pas me dire encore j'étais pas belle. Il y a des choses à améliorer, il y a plein de choses à améliorer. La barbe ne matche pas avec la couleur de la perruque, on aurait pu cincher différemment. Oh là là. On aurait pu quoi? Cincher, c'est quand tu serres la taille. D'accord. Là, du coup, il y avait des surcouches, etc. pour la silhouette, mais ça, c'est des détails techniques, évidemment. Et j'étais particulièrement fière, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'étais en route pour faire une interview, je ne sais plus pour quel média à ce moment-là, mais un média que j'avais vraiment beaucoup envie de faire. Et j'étais un petit peu stressée par rapport à ça. Et quelqu'un m'appelle pour me dire, tu sais que Marcia Cross, donc l'actrice qui joue Brie Van Der Kamp, vient de commenter ta vidéo. Elle a commandé ta vidéo? Elle a commenté la vidéo. Énorme, elle a mis quoi? Que c'était fantastique, un truc genre en mode waouh. Oh, la reconnaissance! C'est-à-dire que j'ai oublié que j'étais dans le taxi, j'ai oublié que j'allais à ce média, j'en avais plus rien à foutre. J'ai les larmes qui ont commencé à monter. Tu sais, c'est quand tu as une icône comme ça d'enfance. Et en plus, elle me déçoit pas parce que je vois maintenant aussi les types d'engagement politique qu'elle a, du coup, au-delà de son personnage, justement, qui n'est qu'un personnage. Et je suis encore plus fière, du coup, de l'avoir dans le dos. Et puis, quelque chose aussi qui est important par rapport à ce perso, c'est qu'elle avait une relation, du coup, avec son fils qui était homosexuel dans la série. Et c'était une des premières représentations que moi, j'avais quand j'étais jeune à la télévision. T'avais quel âge à l'époque? Je crois que j'avais 12 ans peut-être à l'époque de Desperate, quelque chose comme ça. Donc c'est des époques où mine de rien on se construit et tout ça, où on se pose des questions, ce genre de choses. Et de voir du coup le rejet et ensuite la construction tout au long de la série de l'acceptation malgré ses valeurs, etc. de son fils. Ça correspondait parfaitement ça et ça fait touchait écho, évidemment. Ça fait écho. Oui, parce que tu vas me parler de ce moment qui a été fondateur dans ta vie, c'est ce coming out, même si c'est pas toi qui l'as fait de façon directe. On va en parler, on passe au salon comme ça on s'installe. Ouais, mais bien sûr. Est-ce que je suis obligée, je dois le rendre? Non, il est pour toi. C'est le feu, c'est trop bien. Allez, viens. Je suis trop contente. Depuis tout à l'heure, tu m'as fait pas mal d'allusions en disant quand on a connu des choses difficiles, après on prend du recul sur certaines choses. Tu penses à quels moments qui ont été charnières dans ta vie où tu te dis là, il y a eu des virages qui ont été pris et qui font partie de mes fondations aujourd'hui, mais qui ont été compliqués à prendre? Je dirais surtout le moment où on décide de se prioriser. Oui. En vrai de vrai. Je pense que c'est ça. Je pense que quand on grandit, on nous apprend souvent un peu à vivre pour les autres. Et il y a un jour où on ne peut pas vivre pour les autres, on est obligé de vivre pour soi parce que sinon on vit caché. Ça a correspondu à quel moment de ta vie, ça? J'avais 13 ans à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé à 13 ans? Oh À 13 ans, je sors avec un garçon qui va dire à ma mère du coup que donc, je suis homosexuel, tout ça. Ouais.
sans mon consentement, ce qui n'est pas forcément génial sur le papier, mais à ce moment-là, j'avoue que je suis quand même au moins un peu content qu'il Un peu l'ait fait, soulagé quand même. un peu soulagé d'une certaine manière, même si ma mère le savait, elle fait vraiment Elle partie. s'en doutait. Non seulement elle s'en doutait, puis tu sais, j'ai partie de ces mères-là qui, à l'intérieur d'une voiture, vont dire à ses enfants derrière, voilà, que vous aimiez un homme, 10 hommes, 10 femmes, etc. Je vous aimerai toujours de la même manière. On sait très bien que c'est à moi qu'elle parle, c'est hyper ciblé. Mais Elle voilà. t'avait déjà fait passer le message que c'était OK. Exactement. Donc je savais que j'avais cette confiance-là via ma mère. Ouais. Ce n'était pas forcément le cas via mon père. D'accord. Donc on s'est retrouvés dans cette espèce de moment charnière où ma mère s'est dit il va falloir en parler au papa, sauf que du coup si on le fait plus tard, quand il est adulte et tout ça, ça va l'empêcher de vivre son adolescence comme il est censé le vivre. Donc elle n'avait pas envie en fait que je grandisse dans le secret, etc. Et une confrontation quand on est adulte aussi, ça peut être plus intense et Donc plus c'est elle hard. qui en a parlé à ton père? Ouais, du coup c'est elle qui en a parlé à mon père. Et quelle a été la réaction de ton père? Mon père l'a pas accepté comme ce à quoi on pouvait s'attendre, et comme c'est malheureusement le cas dans beaucoup de cas comme ça. Ouais. Et du coup, on a dû faire des choix, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est vraiment un choix, mais on a dû partir du coup avec ma mère vivre ailleurs, parce que mon père n'était pas forcément prêt à l'accepter. D'accord, ok. Donc elle a fait aussi ce choix de te préserver toi et de te faire passer avant. Complètement. Mais ma mère, tu sais, elle me suit jusqu'au bout du monde, elle se jette sous un train pour moi. Et genre de femme. même qu'elle vient dans ta safe zone, ta mère. Ah! Coucou du Sud. C'est juste un petit message pour te dire que je suis hyper fière de toi. Tu n'as jamais eu besoin de personne pour être la personne que tu es et pour être qui tu es surtout. Puis finalement, on sait très bien que l'amour, c'est pas fait pour entrer dans des cases. Et que moi, là, c'est maman modèle intérieur queer à jamais. Quoi que puissent dire les haters, quoi que puissent penser certains, nous, on se sait. Je t'aime profondément. Je suis hyper fière de l'adulte épanoui que tu es, du bébé malicieux qui partait de partout et ma trousse à maquillage. Et je voudrais te Ah, dire j'avoue, j'ai volé des que trucs. c'est magique, le don que tu as, le talent que tu as et que tu le mettes au service de l'amour, du partage, du combat de la communauté LGBTQIA+, mais en général de tous les combats contre toutes les discriminations et du don de soi, du partage, c'est juste magique. Alors j'ai pas su faire court, hein, tu le sais. Non, bah, moi non plus, je sais pas faire. On ne sait pas C'est faire pas- court. Non, c'est pas, ma voilà, chérie. bah, voilà, on sait pas faire. Mais je t'aime. De ton premier souffle jusqu'à mon dernier souffle, tu sais que je suis là, que je serai toujours là et que je t'aime passionnément. Moi aussi, je t'aime. Elle le sait. Elle sait que je l'aime. Elle est formidable, ta maman. Ah, c'est un personnage. Elle parle de combat. Aujourd'hui, Ouais. tu te sens être dans un combat? Bah, en vrai, oui, je peux pas dire que c'est pas le cas. Ouais. On pourrait utiliser d'autres mots, etc., pour essayer d'adoucir les choses, mais c'est pas le cas. Franchement, on est obligé de prendre les armes face à certaines personnes qui, eux, le voient comme un anéantissement, en vrai, plus qu'un combat, donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Est-ce que tu as des moments où tu craques, toi? Tu as parlé de ta santé mentale et tu as dit qu'il y avait des moments où tu te tétanisais. Oui, Explique-moi. ça m'arrive. Et c'est dans quelles circonstances tu perds tes moyens? Pour un artiste comme toi, qui est très extravagant, qu'est-ce qui te fait te recroqueviller? Je pense que je te disais tout à l'heure et tout ça, j'ai beaucoup d'aspirations dans la vie, j'ai des rêves, j'ai ce genre de choses. Et il peut y arriver des fois, je suis quelqu'un de très très perfectionniste. Et c'est vrai que quand des fois j'ai envie de tout faire en même temps, j'ai envie que tout fonctionne, alors je me tue à la tâche. Je suis un acharné de travail, véritablement. Il y a plein de fois où je dors vraiment pas assez, où je peux sacrifier des choses et réaliser que du coup c'est des choses qu'on ne devrait pas sacrifier aussi, tu vois. Et je pense que des fois, je rentre dans cette espèce de tourbillon où c'est compliqué. Je ne sais pas si... Je pense qu'en vrai, comme tout le monde, j'ai des doutes des fois et je me dis, voilà, est-ce que tu es sûr de faire ça pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est véritablement ce qui va te rendre heureux aussi sur la ligne d'arrivée? Parce que j'avais toujours eu cette peur quand j'étais un petit peu plus jeune de me dire, et ça, je sais que ça peut paraître un peu mégalo, mais je crois que c'est au-delà de ça. Quand on n'est pas vu dans la vie, quand on n'a pas l'impression d'être vraiment vu, on a peur de mourir sans laisser l'avoir une été. trace. Oui, c'est ça, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure avec ton disque, que c'était important de laisser une trace. C'est ça, tu as envie de faire quelque chose qui fait changer les choses et tout ça. Et des fois, tu as juste peur d'être submergé par le trop-plein et te dire, du coup, bah, en fait, ces choses-là que j'ai envie d'accomplir et tout ça, je ne vais pas y arriver. Et alors, ça peut-être s'exprime un peu comment trop. Quand c'est trop? Quand c'est trop, je frise, comme tu disais. Je tétanise. C'est-à-dire que je vais pas...
Je crois que c'est ce que les gens appellent, mais moi je conscientise pas les trucs comme ça parce que j'ai pas le temps pour conscientiser ça. D'accord. Mais tu vois, il y a des gens qui parlent de burn-out, de ce genre de choses où en fait, il y a un moment donné, t'es dans ton lit et juste tu peux pas te lever. Ça n'est pas possible. Ça t'est arrivé, ça? Oui, bien sûr que ça m'est arrivé. Et ça t'arrive souvent? Souvent, non. Parce que j'ai pas le temps pour que ça m'arrive souvent. Comment tu fais dans ces moments-là? En général, je me recroqueville un peu sur moi. J'avoue que c'est un petit défaut que j'ai. Je devrais un peu plus partager en vrai. Je sais que je suis très bien entourée et que j'ai plein de gens qui sont là pour m'aider quand il y a ce genre de situation qui se pose. Mais j'ai naturellement ce truc de me dire, ok, reste avec toi, ça va passer. Je suis un petit peu comme ça. Et après, le problème, c'est que, et d'ailleurs c'est pour ça que j'alerte là-dessus, c'est que le souci, c'est que du coup, quand tu fais ça, ben, c'est parce que justement, tu as peur que les choses avancent pas. Et en faisant ça, les choses avancent encore moins. Et du coup, tu culpabilises de ne pas les faire avancer parce que tu es en train de tétaniser. Donc c'est un tu cercle vicieux. C'est ça, tu rentres dans une spirale et tu finis par tout faire dans l'urgence et parce qu'il faut qu'elle soit faite. Et c'est pas la bonne technique, il faut le faire en étant bien avec soi-même, en étant aligné, évidemment. Au moment de Drag Race, ça c'était le premier show de Drag Race? Ça, c'est la première saison à laquelle j'ai participé, sur Drag Race, saison 2. D'accord, saison 2. Est-ce qu'il y a des moments où il y a eu des trop-pleins, justement? Sur Drag Race, saison 2. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non. Non. Personne s'attend à ça. Non. Non, pas du tout. Donc, agréablement surpris. Par contre, j'ai toujours eu ce truc-là d'être préparé. C'est-à-dire que je suis rentré là-dedans en me disant ça n'arrivera pas parce que ça arrive à une personne sur 1 million, mais je me suis toujours convaincu que cette personne sur 1 million, ce serait moi. Parce que je pense que je fais partie des gens à qui on n'ouvre pas forcément toujours la porte. Et j'ai un petit peu cet adage-là, je m'en fiche en fait que tu tires la poignée ou pas de l'autre côté, moi je vais l'enfoncer la porte. Vous me verrez, que vous ayez envie ou pas de me voir. Ça fait partie de mon tempérament, je suis comme ça. Et donc je me suis dit, si jamais ça a la chance de fonctionner et autres, il faut que tu enchaînes après. Il faut que tu montres, parce qu'évidemment, Drag Race, c'est une aventure extra. Mais ça s'arrête. Voilà. Mais ça s'arrête à un moment. Ça s'arrête à un moment donné. C'est quand même une forme aussi de tremplin et tout ça. Et on a envie de continuer à créer quelque chose après. Et donc j'étais déjà concentré. Quand je suis arrivé sur Drag Race, je savais déjà que je voulais faire de la musique. Je savais que je voulais continuer après et tout. Oui, tu avais déjà tracé ta carrière. Moi, j'ai un business plan dans la tête. C'est vrai, qui te mènera à Bercy. Ou à l'Opéra Garnier. Voilà, avec du travail. C'est qui, là, sur la photo? Justement, pour faire la relation, c'est de son prénom Yann, qui est connu sous le nom de Vespi, qui est du coup ma sœur de saison, donc avec qui j'ai fait la saison 2, qui est aussi une drag queen absolument exceptionnelle, un humain merveilleux qui me suit depuis le début. En fait, on se connaissait un peu avant Drag Race. D'accord. Et du coup, elle m'a aidé dans mes débuts dans le drag et tout ça. Je veux dire, si aujourd'hui je ne suis pas laide, c'est grâce à cette personne-là. Si je ressemble à quelque chose, c'est grâce à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle t'a aidé elle m'a aidé surtout. Le maquillage, le stylisme, tout. Enfin, il y a eu tous les aspects aussi de mon drag à me poser les questions. C'est quoi ton drag qui? Et puis, il faut que tu aies une identité, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu veux véhiculer? Exactement, dans la direction artistique et autres. Et au-delà de ça, de ce côté professionnel, on est devenus des meilleures copines. C'est des besties. On m'a dit ce petit message de ta Facebook pour te dire à quel point je suis fière de toi. Je te le dis jamais assez. T'imagines pas à quel point. Je sais que c'est vraiment pas évident tous les jours. Je sais que y a énormément de choses à penser, énormément de choses à faire. Et on est là pour t'aider. Et que c'est énorme ce que tu fais. Tu fais avancer des mentalités et tu aides une communauté entière grâce à ce que tu fais. Et tu aimes ce que tu fais et c'est vraiment genre le plus beau cadeau du monde. Donc vraiment, continue. Je suis trop fière de toi et évidemment, c'est que le début. Voilà, je te fais des gros bisous. Voilà. Vous savez pas que c'est complexe pour elle de faire ça parce qu'on on n'est pas. Elle est comme moi sur le boulot, le truc, on trace, on sait où on veut aller, tout ça, et elle est pudique. C'est pas du genre, on se fait pas souvent de déclarations. En vrai, on s'en fait quand il y a des choses très importantes. Tu vois, hier, j'ai fait mon premier Bercy, du coup, avec Drag Race, et elle était du coup en première partie parce qu'elle est DJ, donc elle a fait son set et tout ça. Et c'est un des rares moments pour le coup où, avant de monter sur scène, évidemment, je descends, je vais avec elle parce qu'il est hors de question qu'elle monte sur scène sans que j'ai passé un moment avec. Et là, on s'est retrouvés genre vraiment dans l'émotion et un peu submergés par le truc, alors que c'est jamais les moments où on peut parce qu'on est maquillé. Hors de question que tout coule ou quoi aux caisses, donc on essaie de rester concentré. Au contraire, d'être hyper concentré. Mais en vrai, c'est des moments magnifiques. J'en remarque depuis tout à l'heure, les messages quand même, c'est on sait que c'est dur parfois, on sait que c'est compliqué, tu vas y arriver. On sent non seulement il y a du travail,
Mais il y a de la difficulté quand même. Bien sûr qu'il y a de la difficulté. Quand on est une personne comme moi, il y a toujours de la difficulté. Quand on essaie de rentrer dans des sphères comme moi j'essaie, dans lesquelles on n'a pas forcément de drague, il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui font du drague. Je veux dire, c'est très anglo-saxon. On a des Jack Malone, des Lady Gaga, Sam Smith, etc. Mais c'est vrai qu'en France, on a un petit peu moins cette représentation-là parce que on s'imagine que ça ne peut pas forcément être mainstream, qu'on ne peut pas aller partout, qu'on ne peut pas proposer quelque chose d'aussi qualitatif que n'importe quel autre artiste. Alors qu'en vrai, oui. Donc du coup, c'est ce qui fait ma force d'un côté et qui fait que du coup les gens retiennent qui je suis. Et en même temps, ça peut créer une forme de petit plafond de verre. Et c'est à moi ensuite d'aller le casser. Qui t'a fait découvrir le drag? Alors, j'ai découvert le drag quand j'étais sur le show de Jean-Paul Gaultier, qui s'appelait le Fashion Freak Show, qui retraçait sa vie. Et du coup, en vrai, c'est Monsieur Gaultier en vrai, qui m'a un peu fait découvrir ça, parce qu'il m'a fait faire ce qu'on appelle une impersonation, comme on dit ça, un sosie. De Conchita Wurst. C'est une photo où tu défiles pour Jean-Paul Gaultier, justement. Oui, c'est ça. C'est le seul défilé haute couture que j'ai fait, mais j'en suis très très fière. Je ne taillerai plus jamais la barbe de cette manière-là, par contre, mais j'étais très très fière de ce moment. C'était absolument incroyable parce que je pense que le petit gosse que j'étais, qui vient d'une toute petite ville en campagne, tout ça, ça veut dire que là, je marche. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y avait vraiment tout le monde sur le côté. C'est-à-dire, il y avait Naomi Campbell, Marion Cotillard, etc. Et moi, je suis un bébé, en vrai, là-dessus. Je suis un putain de bébé. Et je marche et je me dis, tu dois pas tourner la tête pour faire... Ouais. Coucou, ce matin, faire une photo. Horrible. Et du coup, j'étais en mode, marche comme si, genre, you're a star, t'es né pour faire ça, etc. Machin, marche avec cette assurance-là et tout. Et c'était incroyable. Mais toute cette aventure-là était incroyable. Gauthier est une personne merveilleuse. Tout ce qu'il a créé est merveilleux. Mais donc c'est lui qui t'a... En fait, il m'a mis du coup dans ce sosie de Conchita Wurst. Donc c'était la gagnante de l'Eurovision 2014. Sûr, avec la barbe. Voilà. Et je me suis retrouvé donc à faire ça. C'était la première fois que je portais véritablement du coup une robe, une perruque, des talons et tout ça. Et ce maquillage qui n'a rien à voir avec ce que je fais évidemment maintenant, mais je me suis dit, je me sens plutôt bien. J'aime bien cette représentation-là. Il y a quelque chose d'assez magique et je le vois surtout dans les yeux des gens. Je vois la manière qu'ils ont de regarder et je sens qu'en fait, là, tu es en train de les faire rêver. Alors que je faisais de la danse aussi depuis 10 ans, mais je me suis rendu compte que le drag, notamment avec Drag Race, que j'ai découvert en même temps, la franchise américaine, tout ça, j'ai découvert qu'en fait, le drag réunissait tout ce que j'aime. En fait, je pouvais être danseur, chanteur, acteur. J'avais le droit d'être tout ce que je voulais. Les gens, en fait, ils se déplacent pour une personnalité, pour un univers et pas forcément pour une discipline artistique. Mais lui, comment tu l'avais rencontré? Comment il t'avait repéré, justement? En audition. Pour le coup, il avait vraiment fait une audition publique. Et c'était d'ailleurs la première audition où j'avais vu écrit tous les types de profils, tout le monde, quel que vous soyez, etc., venez. Et j'avoue que quand j'ai vu cette affiche-là, en plus on porte le même nom de famille, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, des fois j'ai des ressentis comme ça je ne suis pas superstitieuse, mais de l'univers. Il y avait un alignement, une reconnaissance. Alignement, et je me suis dit, celle-là elle est pour moi. Je ne sors pas si je ne l'ai pas, c'est impossible. Je suis arrivée, il y avait 1500 personnes, c'était un truc qui a duré sur 3 jours, c'était une dinguerie. Et c'était une des rares fois où je m'étais autant préparée à une audition. Je l'ai regardée comme si j'allais les bouffer, je leur ai dit, je suis là. Ce sera moi, ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Il me le faut, il faut que je vive ça. Tu dansais depuis combien de temps? Ça, je dansais depuis pas si longtemps que ça, peut-être 6-7 ans, quelque chose du genre professionnellement. Parce que j'ai commencé la danse, j'avais peut-être 14 ans. La danse classique au départ? Ouais, c'est ça, la danse classique. Et donc, j'ai un peu moins de 10 ans, je pense, que je dansais avant cette audition-là. Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui veulent se lancer dans le drag, justement, aujourd'hui? Dans le drag? Ouais. Oh là là. Est-ce que la danse est un passage un peu obligé? C'est pas un passage obligé. En fait, c'est ça qui est bien avec le drag, il n'y a rien d'obligé. Ouais. La seule chose qui est obligée, c'est de savoir pourquoi vous le faites et ce que vous avez envie de véhiculer à travers. Mais ensuite, la discipline n'est pas véritablement importante. Ce qui est important, encore une fois, c'est surtout le message qui va avoir avec. Mais voilà, on connaît des dragues qui sont actrices, bien sûr. On a de tout. Donc en vrai, c'est pas ça. Mais par contre, il y a une histoire qui est intrinsèque à la culture du drag qui est trop importante, qui est politique, qui est engagée. Il faut savoir pourquoi nous, on a le droit de le faire maintenant et de toujours rendre hommage et honneur aux personnes qui sont tombées pour nous avant. On peut, à mon sens en tout cas, même si on a le droit de faire le drag pour s'amuser, ça c'est pas un souci, on peut juste sortir comme ça. Le drag c'est tout, à partir du moment où on met une perruque et des fossiles, on n'a pas besoin d'avoir des méga looks et des choses comme ça. Mais par contre, il y a un alignement politique qui pour moi est fondamental. Indispensable, bien sûr. Ouais. Combien de temps tu te mets pour te préparer? Est-ce que tu... Si j'ai pas le temps et que je dois être dans le rush, on va dire 1 heure, 1 heure et demie. Mais ça, c'est vraiment. T'arrives à le faire en 1 heure et demie? Est-ce que c'est toi ou pas? Mais il n'y a que 2 couleurs sur mon phare. Et c'est vraiment très. C'est pas très dégradé, faut pas me regarder de près, on est de très loin et voilà. Sinon, j'aime bien plutôt prendre 3 heures. 3 heures, je suis bien. Et c'est toi qui te prépares tout seul? Ouais.
C'est moi qui me prépare. tout Ça seul. t'arrive d'avoir des événements où on te prépare, toi? Non, c'est toi qui te Non, prépares. tout le temps. Toujours. Ouais, mais tu sais, en vrai, c'est très compliqué de. Ce que je te disais tout à l'heure sur le mug, la signature make-up et tout ça, c'est très compliqué. De l'expliquer à quelqu'un. De C'est toi, tu l'expliquer à sais quelqu'un. ce Même que quand tu on veux. est make-up artiste, on ne sait pas forcément faire un make-up drag. Le make-up drag, c'est un make-up qui est très spécifique. Et nous, en fait, on l'a fait tellement de fois, en étant tellement laide, plein de fois, qu'à un moment donné, en mode, ok, bon là, le sourcil, on voit bien qu'il doit être un peu plus incliné que tel truc. En fait, on finit par se familiariser avec notre visage et à trouver notre nouveau visage. Et c'est Et compliqué. comment se fait avant Oui, c'est ça. Tu apprends comment? en te trompant, comme dans la vie. C'est-à-dire que vraiment, au départ, tu Des prends les erreurs. pinceaux, tu Au départ, tu t'essayes, commences. Ouais. Moi, alors, il y a plein de choses. Maintenant, il y a des tutos YouTube. Tu peux. Voilà, Oui. il y a énormément de manières de trouver ça sur Internet. Où moi, je pense que c'est quand même mieux au contact directement des drags. C'est pour ça que j'invite toujours les personnes à aller dans les drag shows locaux, etc. Ouais. Parce qu'il y a plein de créateurs et d'artistes à découvrir qui sont merveilleux. Et moi, je me souviens au début, quand je commençais, je me levais à 10h du matin, je me maquillais, je finissais, il était 22h. Je passais ma journée entière à tester et à me maquiller. Et à la fin, j'étais laide. Enfin, parce qu'au début, on est toujours. C'est horrible de dire ça à chaque fois, parce que tu pourrais dire je suis ratée, je sais pas très bien. Non, toi, tu dis Non, j'étais laide. j'ai l'aide parce que, mais je peux le dire que de moi-même. On a le D'accord, droit de ok. dire ça de soi-même, tu Ouais. vois, et il y a ce truc où, voilà, objectivement, quand on regarde, ça c'est un truc aussi magique avec le drag, à chaque fois que tu regardes une photo de toi, une vidéo de toi qui date d'à peu près quelques mois, tu es en mode, oh là là, tu te reconnais pas, le mug, Parce que en ça fait, évolue. ça évolue en permanence. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, je pense que je commence à me trouver en vrai, Ouais. niveau signature maquillage. Mais c'est vrai que ça prend du temps et à chaque fois on est en mode oh là, j'ai ressemblé à ça, mais blende tes fards, ma douce, qu'est-ce que tu fais? Enfin, vraiment, il y a. Ouais, ça fait Et partie est-ce du que tu as drag. été tentée par la chirurgie esthétique pour ressembler encore plus à celle que tu voulais être? Non, pas ça en vrai, parce que je suis assez à l'aise avec mon identité de genre en dehors du drag et tout ça. Je suis un homme cis, je me sens comme ça et ça me va en vrai. Donc le drag en vrai, j'aime pas trop cette expression, elle est un peu cliché, mais il y a un truc un peu de l'extension de soi. Pour moi, Piche n'est pas une personnalité véritablement différente de Mike. On est la même personne, c'est juste que du coup, Piche, aux yeux de la société, elle peut se permettre des choses que Mike peut un peu moins. En fait, Quoi, c'est comme par si- exemple? Oh, bah, elle peut revendiquer des choses et c'est comme si elle avait un énorme panneau sur la tronche qui clignote et qui dit regardez-moi. C'est plus difficile d'attirer l'attention aussi. Alors que quand tu es en drague, la magie du drague, tu rentres dans une pièce, Ouais. qu'on te connaisse, qu'on te connaisse pas, que tu sois connu ou n'importe quoi, quand tu te retrouves par exemple dans des événements mondains ou ce genre de choses, il peut y avoir 15 stars autour de toi, tu arrives en drague, même si t'es pas connu, Tout le monde regarde. regarde. Ouais. Parce que c'est une C'est forme hors ultime norme, ouais, c'est hors c'est ça, norme, bien c'est sûr. une forme un peu ultime de performance en fait. Et les gens sont attirés, il y a une forme de curiosité, souvent d'admiration en vrai, des fois de Fascination, ou de répulsion. ou de répulsion. Enfin, en fait, c'est tout. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure sur l'art, et je pense que c'est pour ça aussi que le drag au service de ma musique est aussi important, c'est que ça remue les gens, ça laisse pas indifférent. Le drag ne laisse jamais indifférent. Et alors, du coup, t'as rien fait? Du coup, alors si une fois j'ai injecté de l'acide hyaluronique dans mon front et dans mon nez, je le déconseille, ça migre, ça bouge, je me suis Ah, retrouvé tu t'es retrouvée avec... un matin à faire une réaction allergique, un mois et demi après, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, avec une arête de nez comme ça, genre, il y a vraiment, c'est... T'as fait tes sourcils aussi? T'as fait des implants Ah dans oui, les j'ai sourcils? fait des implants, ouais. Implants, sourcils et cheveux, et même tatoué aussi mon crâne. Donnons tout à la France entière, qui je suis. Ouais, j'ai fait, mais j'ai déconseillé complètement les sourcils parce que Pourquoi? pour le coup, on m'a menti. Je ne citerai pas la clinique où je suis allé. Et pourtant, c'était une très bonne clinique où j'ai payé cher en me disant justement, je vais Ouais. faire les choses bien. On m'a dit que ça allait se texturer comme des poils, et en fait, ça reste des cheveux, ce qui veut dire que j'ai des poils dans le sourcil qui poussent comme des vaches. Donc tu dois je dois les les couper couper? en permanence. Ah, ça, c'est relou. C'est relou. Et Ouais, puis en ça, plus, c'est du coup, relou. ils poussent comme ça. Et tu sais, quand tu fais un cache-sourcil, il faut les plaquer. Et donc, quand je les coupe et qu'ils sont trop droits et qu'ils sont comme ça, ils rentrent pas dans mon cache-sourcil. Enfin, des problèmes de C'est drag quoi un queen. cache-sourcil, dis donc? Un cache-sourcil, C'est comme une coque? Ouais. De la couleur de la peau? Pour pouvoir éviter que ça se voie et pouvoir Oui, les c'est ça. remonter? C'est ça. En fait, tu colles du coup avec plusieurs colles, plusieurs produits un peu spécifiques pour ça. Ouais. Et du coup, après, en fait, ça enlève tout le volume du coup du poil. Et après, tu peux, avec quelque chose de très D'accord. couvrant, recouvrir. Si tu te fais passer ta vie, le restant de ta vie, tu préférerais passer le restant de ta vie en Mike ou en Piche? En Mike. En Mike? Oui, Mike, c'est moi. Ouais. Piche, encore une C'est fois. une extension de toi, c'est ce que tu Oui, m'as dit quand même. et puis, j'ai passé par plein de périodes dans ma vie. J'ai fait de la danse, j'ai fait du drag,
je fais de la musique maintenant parce que c'est un rêve que j'avais de gosse et tout ça machin. En fait, l'art a toujours servi à Mike. Je parle de moi troisième personne, ce qui est hyper bizarre, mais ça m'a toujours servi de vecteur d'émotion, de message, etc. Et en vérité, ce qui est assez rigolo, parce que souvent c'est avec le drag, on est là sur la forme, parce que c'est un art qui est visuel. Ce qui compte pour moi, c'est pas la forme, c'est le fond. Et le fond, c'est qui je suis, ce que j'ai vécu et ce que j'ai envie de changer dans le monde. Bonjour, je me présente pour l'élection Miss France. Voilà. Pas sûr qu'ils aient une drag queen à barbe chez Miss France de Pourquoi suite. pas? Et Pourquoi en pas amour, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Depuis à peu près 4 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant. Il est ingénieur, il est en thèse, il n'est pas artiste. Que l'univers me préserve. J'adore les artistes, mais je vois très bien la vie que j'ai. Et je suis comme, c'est compliqué de gérer ça. Je suis sorti avec d'autres artistes, c'est des fois un petit peu complexe. Donc là, c'est dur c'est dur de vivre avec toi? De vivre avec Piche? En vrai, oui, forcément. Enfin, c'est dur et pas dur. C'est-à-dire que mon partenaire est une personne qui me supporte énormément dans la vie. Et d'ailleurs, je l'embrasse parce que je parle pas assez de lui et à quel point il me soutient et à quel point c'est un pilier sans qui je ne ferais absolument rien. Parce que tu sais, être dans l'ombre d'une drag queen, c'est pendant qu'à la fin d'un show et tout ça, on doit aller voir telle personne pour signer un truc et machin. Ben, il est là, il range une valise, il s'occupe du maquillage, il porte tes trucs parce que toi, tu es en talons, en corset, en padding et comme ça et que tu peux rien faire. C'est une véritable dévotion permanente. Ouais, donc, et il te suit partout? Alors, il ne peut pas forcément me suivre partout, mais il est là évidemment pour tous les événements les plus importants. C'est mon pilier, c'est mon rock. Pourquoi? Parce qu'il te dit parfois tu parles pas assez de moi? Non, il me le dit pas. Des fois, il a son petit côté un peu. Il me le dit pas, mais j'avoue, je sais que ça lui fait du bien de l'entendre aussi, et c'est important de l'entendre. C'est quoi le secret de ton couple pour que ça dure? En vrai, je pense que c'est la sincérité, la compréhension, la loyauté. Et c'est ce truc de la communication. En vrai, c'est vraiment la clé. Et quand je parle de communication, je ne parle pas juste d'écoute, je parle de compréhension. C'est-à-dire que véritablement, je sais que je peux tout lui dire et il sait qu'il peut tout me dire, même s'il y a des choses qui sont blessent ou en tout cas qui sont pas agréables à compliquées à attendre, etc. Et l'amour inconditionnel. Quand je parle d'amour inconditionnel, parce que pour moi c'est le plus important, c'est d'aimer quelqu'un même s'il ne correspond pas aux standards qu'on s'en fait, même si ce n'est pas la vision et les fantasmes qu'on projette sur lui. C'est par exemple quelque chose que j'ai toujours dit à mon homme. C'est qu'en vérité, par exemple, si demain, un jour, il devait rencontrer quelqu'un qui, je ne sais pas, en parallèle et que ça se passe, etc., je ne serai pas la personne qui va le retenir dans le sens où ce qui compte pour moi, avant tout, c'est qu'il soit heureux. Si ce bonheur, il devait, par exemple, un jour passer par quelqu'un d'autre et tout ça, ben, ça fait partie de la vie. Quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit heureux ou heureuse, c'est tout. Il faut sortir de son propre ego, etc., ce genre de choses. Et pour moi, c'est ça, l'amour inconditionnel. Et c'est en ce sens-là que je pense que ça fonctionne. On a une séquence, tu sais, dans l'émission qui s'appelle Les yeux dans les yeux. Okay. C'est-à-dire que tu dois me livrer on va dire une anecdote un peu gênante sur toi. Ah, génial. Te souvenir d'un truc où tu dis, ok, là je le laisse ici, j'en suis débarrassée. C'était un moment un peu embarrassant, mais c'est pas grave, je lui raconte et moi je l'accueille avec toute la bienveillance du monde. Je sais que si je le laisse ici, je n'en serai jamais débarrassée du coup. Mais non, mais pas comme ça. T'as un truc à me raconter? En vrai, ouais. Je contextualise un tout petit peu. Je viens du sud de la France et tout ça. On n'est pas connus pour être les meilleurs en anglais, déjà les Français de manière générale. D'accord. Donc voilà, et d'ailleurs c'est un petit conseil que je donne aux gens. La meilleure manière en général d'apprendre une langue, c'est d'être motivé quand on veut pécho quelqu'un. Donc j'ai appris l'anglais plus tard. Okay. Mais en gros, je me retrouve à une audition et ça se passe bien pour moi. Et les anciens élèves de l'école du coup sont là pour assister aux auditions. Et il y a un ancien élève qui vient me voir à la fin de l'audition et qui me dit de loin au loin dans le couloir, well done. Moi, à ce moment-là, je ne parle pas anglais. Et tu dis quoi? Du tout. Du coup, je dis Mike, enchanté. Je pense qu'en fait, il me donne son prénom. Oh, c'est mignon. Oui, sauf que moi, après, je passe pour une grosse conne. Parce que du coup, je reviens après et tout. Et donc, je parle avec ces gens, etc. Je dis oui, t'as rencontré Weldon, il est super sympa. Et tout. Ah putain, ça, c'est bon, ça. Ça l'enfer. Et quelqu'un me dit, mais il n'y a pas de Weldon. Enfin, je ne sais même plus qui me dit ça. En même temps, c'est sympa comme prénom, finalement, oui, quand on oublie. Ouais, Weldon, c'est mignon, ça passe. Mais j'étais très. Non, il n'y a pas de Weldon. Ça, j'ai dit, ah bah si, je l'ai rencontré et il m'a félicité. Donc, je suis quand même très contente. Je pense que je me rappelle quand même cette personne. Et pas du tout. Et on m'a dit, puis non, je l'ai appris plus tard. Tu vas me faire un cadeau maintenant? Je te fais un cadeau. Ouais. C'est toi qui vas performer, je crois. Oui, je te fais une petite chanson. Ah, ça me fait plaisir. Je te laisse te préparer. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas chanter du coup? Je vais chanter une chanson qui s'appelle Respire, qui a été écrite par mon frère sur une période un peu complexe de ma vie dont on se parlait tout à l'heure. Et voilà, des périodes où plein de personnes de la communauté peuvent s'identifier, dans lesquelles ils se reconnaissent, sur des moments où on pense que
on ne va pas forcément avoir d'après ou c'est pas forcément possible. Et j'ai envie de rappeler à toutes ces personnes-là en fait, qu'il faut, métaphoriquement en tout cas, prendre le temps de respirer et que ça va aller. D'accord, je t'écoute. Tu sais, y a plein de choses à voir. Et moi aussi j'ai eu peur. J'ai fait le chemin avant toi. Tu peux marcher sans père. Toi aussi, quelquefois, tu te sentiras perdu. Mais tu auras le droit d'aimer, braver les interdits. Il y aura de la place pour nous aussi. Ne t'en fais pas, nous serons des milliers, comme à des bêtes sorties du cirque. Ils ne cesseront pas de nous injurier, mais ce sont des statues de cire qui fondent quand nous commençons à briller. Un jour nous pardonnerons leurs bêtises, comme on pardonne un enfant terrifié. Allez, respire, respire. Allez, respire, respire. Allez, respire, respire. Allez, respire. Mais tu t'es fait du mal, je sais dans quelle eau tu nages. J'ai vu le long tunnel, celui qui est plein de nuages. Dis-moi encore que tu m'aimes, que je revienne sur mes pas. Il y aura de la place pour nous aussi. Ne t'en fais pas, nous serons des milliers, comme à des bêtes sorties du cirque. Ils ne cesseront pas de nous injurier, mais ce sont des statues de cire qui fondent quand nous commençons à briller. Un jour nous pardonnerons leurs bêtises, comme on pardonne un enfant terrifié. J'ai retiré le voile et les pensées sauvages, effacé les querelles, écrit sur toutes les pages, brûlé les champs de haine, crié de toute ma voix, crié de toute ma voix. Allez, respire, respire, allez. Merci beaucoup, merci. Puis c'était très joli. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est saisissant, il y a l'émotion. Hein. Un peu, ouais, écoute. grave. Mais on twerk aussi. Je peux faire ça en twerkant. Sache-le. Il y a une tradition dans Safe Zone. Ici, on va faire une photo. On va faire une photo tous les deux. Alors regarde, je sors. C'est toi qui l'as fait? What? Ah, ça c'est trop la classe. Merci beaucoup. Je sais pas dans quel sens faut le mettre comme ça, tu sais, faut le mettre comme ça pour que ça apparaisse. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Merci pour ta générosité. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous vous abonnez à la page Safe Zone, évidemment. On se retrouve sur YouTube et on se retrouve également sur France TV / Merci beaucoup, Piche. Merci à toi, merci à cette icône qui est Faustine. Oh, merci à bientôt et encore bisous. Merci beaucoup. Merci.